J'en fais un dernier et je te repasse la main celui-ci. Ok. Allez. Alors, un petit sympa où c'est du pawning de Kubernetes. On nous explique qu'un utilisateur ayant le droit d'utiliser Git repo peut utiliser, enfin, le type de volume Git repo peut utiliser un déploiement ou un ajout de repository à une machine pour en faire une RCE. C'est assez chouette parce que globalement, c'est vraiment juste on va cloner un Git remote. Le Git, enfin on va plutôt apply un YAML dans Cube pour dire qu'on va attacher un volume à un container qui existe déjà. Donc on sait juste le droit de faire des mounts et le fait de l'accrocher fait qu'on peut l'accrocher à un répertoire classique en tant que .git et donc .git /config, il y a les hooks, il y a la config de Git. Donc en fait on peut altérer le comportement du binaire Git quand il se passe des choses dans la machine et sur le host. Donc assez sympa, relativement classique, juste ça c'est la payload, donc relativement gentil. Et la payload c'est vraiment dans les hooks où il y a un post-commit hook, quelque chose qui va faire du CTR pour run quelque chose, mais ça pourrait juste être un reverse shell classique. Donc voilà, assez sympathique. Le tout par Rory McCune. C'est juste la démo ou... Ah ouais, non, Ruby. Au secours. Je sais pas du tout si c'est le bon... Ah si, c'est bien Rory. Ok, donc update. Je savais pas que c'était... J'avais vu le site, mais je savais pas que c'était lui. Il a fait également une très très bonne série de docs sur la sécurité, container, cube et j'en passe sur la chaîne YouTube direct de Datadog. Donc check it out. Sa chaîne pourquoi pas. Mais sinon vous faites Datadog et Security Container Remacune. Et il y a une petite playlist. Est-ce qu'on la trouve facilement? Playlist. C'est très dommage de ne pas être référencé quand on fait un truc si stylé. Anyway, ça se trouve sur la chaîne de Datadog. Mais il y a quand même une, je sais pas, trentaine de vidéos maintenant sur cette playlist. Voilà. Je vais la rajouter, mais globalement, c'est vraiment une playlist assez cool qui permet de remettre les containers à leur place, dans le sens où il y a plein de gens qui ont la vision de non mais les containers c'est une petite boîte et c'est isolé. Non, les containers c'est littéralement sur votre host, c'est juste un process à qui on a mis des œillères. Et cette playlist l'explique super bien. Et oui, je le link avec grand plaisir, Anzax, si c'était de ça dont tu parlais. Mais ce sera ajouté à la veille techno aussi. Hop. Et je te passe la main, parce que ton écran est cher. Okay. Ouais. Hop, all good. Ok. On enchaîne sur un petit article d'Asset Note qui m'a fait mal au crâne récemment. Parce qu'ils ont trouvé 3 bugs sur ServiceNow, qui est un peu un outil à tout faire. Quand je dis à tout faire, c'est que ça part de la partie gestion RH, gestion des employés, jusqu'à automatisation de certains workflows et aussi wiki. T'as aussi du monitoring, tu peux monitorer ton parc et avoir des machines connectées qui viennent pull des jobs sur ton ServiceNow. Et t'as un super petit engin en JS codé en Java qui fait que tu peux faire des SSRF à volonté et tout. Exactement, bah ça va rejoindre la suite, où justement, comme il y a énormément de besoins, tu vas avoir toute une partie dans l'architecture qui te permet de définir ton propre endpoint. Et pour faire ton propre endpoint, du coup, tu as du JS. Donc c'est un petit engine JS qui va tourner, où tu vas lui dire, bon bah voilà, mon paramètre ça va être ça, et débrouille-toi pour faire une redirection vers tel service, tel API. En vrai, j'ai hâte de voir parce que ça, j'avais fait mon petit service à SSRF. Tu avais pu scanner l'interne et tout mettre des petits juste multitenants et donc accès au service non interne des autres clients, ce qui est déjà pas ouf. En revanche, Rhino.js, là, quand il est en mode sandboxé en Java, j'ai pas réussi à lui faire cracher de commande. Hein. Ni de lecture de fichiers. Ce qu'il disait au début, c'est que justement c'est sandboxé. Mais ils ont un format de templating qui est un peu étonnant.
avec une double évaluation. Donc ça, c'est le format de templating où tu vois du Jelly, c'est Apache Jelly. Et derrière, si je me trompe pas, donc, je crois que c'est ici, les dièses dans les dollars accolades, c'est... Spell. Non, alors j'ai dit n'importe quoi. Dollar accolade, c'est Jelly, et les G2 et autres qu'on voit ici, ça c'est du Custom Service Now. Et donc tu en as un qui vient d'abord s'effectuer, qui remplace dans le template, et ensuite tu as le deuxième qui tourne. Donc forcément, ça va se marcher sur les pieds à un moment ou à un autre. Là, le templating, il est render par le code que tu as défini dans l'endpoint ou par un code autre et juste tu proposes une view et c'est ServiceNow qui fait la magie. Parce que pour le coup, j'avais pas trop regardé la partie 8, ça te soupe. Et vraiment, ils ont fait des trucs très sympathiques à base un peu de SSTI. Mais alors ça pète le crâne parce que c'est des trucs qui sont remplacés un peu dans tous les sens. Je vais essayer de suivre en ne disant pas trop de bêtises. Donc déjà la première des choses qu'ils ont cherché, c'est s'ils avaient un G avec no escape. Donc G, c'est ce qui va être reflété dans le premier. Voilà, G no escape. Et donc là globalement on aurait un peu une sorte de XSS, tout est reflété directement. C'est pas passé autrement. Ça paraissait très sympa, donc eux ils ont ce qu'ils appellent un title injection. Et ils se rendent compte aussi que tout ce que tu vas passer directement en argument dans l'URL, c'est un peu comme un register global en PHP et c'est considéré comme une variable qui peut être injectée dans les templates ensuite. Ok. Voilà, il l'a dit ici. Donc si le jvar page title est directement passé dans l'URL, ça y est, on a une variable du template qui vient d'être réécrit. Et voilà, je vais zoomer à fond parce que sinon on va pas voir grand chose, ou toujours pas grand chose. Ils ont leur injection de la balise B directement ici. Donc là, bon, petit XSS, ils sont contents, mais ils se rendent compte qu'il y a quand même un sanitizer qui est un peu embêtant parce qu'ils peuvent pas mettre tout ce qu'ils veulent. Ils ont une certaine whitelist, et dans la whitelist, en fait, il y a la balise style. Et ce qui est très intéressant avec la balise style, c'est que le parseur il va considérer que tout ce qui est entre, c'est du texte. Oh là là. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent et bypass un peu toutes les mitigations et injecter les balises intéressantes. À partir de là, ils ont continué de regarder et ils sont tombés sur un truc, donc la template injection basique, lorsqu'il y avait un evaluate, là ils pouvaient exécuter du code. Mais tu ne peux pas utiliser tout ça. Tout ça, c'est bloqué par le code parce que forcément tu ferais ton injection dans le template et c'est pas beau. Et ouais, mais est-ce qu'on peut pas avoir un truc qui écho un base64 décodé qui contenait ça, du coup? Alors non, ils sont pas passés par là. Ok. Mais alors c'est le moment où je dois faire très attention à pas dire n'importe quoi parce que les payloads sont très proches. Vraiment très très proches. J, c'est les tags Jelly. Et G, c'est Glide, donc c'est ServiceNow. Et donc on a la première partie qui va s'exécuter dans ce namespace là, et la deuxième après qui est remplacée par nul. Parce qu'il y a deux étapes de remplacement dans le template. Du coup il y a J, J2 et G. Non, il y a J, G G, et J2 et G2. Ok. Ouais, quand je dis que c'est un peu méli-mélo, j'ai gardé ça pour la fin histoire de vraiment assommer tout le monde. Donc ça c'est la partie où ils vont s'amuser et ils se sont rendus compte qu'en fait potentiellement tu pouvais réécrire G2 en mettant un autre namespace parce que tout ça c'est des namespaces, XML namespace G2, XML, et leur but c'est de réappeler G après qu'il ait été déchargé. G est passé une première fois, ensuite on va dire J2 qui passe. Sauf que dans J2, G est normalement passé à nul. Quelque chose comme ça. Donc là, on a d'abord la première partie avec G, et après G est passé à nul. En gros, il va limite auto-polluer le prochain call en remettant le bénéficiaire intéresse dans un autre objet. Ouais. Et c'est leur principe, donc ce qu'ils se sont dit, c'est pas difficile, on fait Z
Et Z rappelle Glide, qui est l'équivalent de G, parce que G c'était pour Glide Service Now. Sauf que ça marche pas. Ils avaient prévu le truc, parce que c'est un namespace qui était déjà relié du coup. Tu peux utiliser Glide qu'une seule fois. Ils sont allés regarder dans le code, ils ont trouvé un petit bypass. Je me souviens plus du bypass. Disons qu'ils ont trouvé un bypass, mais le bypass n'a pas marché parce que ça rentrait dans une autre condition, jelly injection. Et à la toute fin, ils se sont rendus compte qu'en fait c'était cette regex là, et cette regex là malheureusement, elle check avec les doubles côtes, et si jamais on met des single côtes, ça bypass tout. Et à partir de là, ils ont leur exécution de code. Qui ce coup-ci est non sandboxé, tu peux vraiment mettre ce que tu veux en Java. Ouais. Presque, ouais. La dernière partie, c'est plus du fun, c'est comment aller récupérer le contenu de GlideDB qui contient les credentials, ou comment avoir directement une RCE en exécutant des choses sur le système. Je laisserai les auditeurs le lire à tête reposée, parce que globalement c'est une liste de paths, on n'a pas le droit d'y accéder. Et ils ont encore fait n'importe quoi avec un replace all qui fait que s'il y a point point qui part, on le remplace par rien, donc tu fous juste point point. Ah mais non, mais non. À l'intérieur du payload. Je vais pas le retrouver. Si, là, voilà. Génial. C'est bien, c'est beau jeu. C'est beau jeu. Petit tricotage. Voilà. L'article est incroyable. J'aime beaucoup quand on tricote et qu'on met quelques gadgets comme ça les uns après les autres pour avoir une petite RCE. RCE où là juste récupérer les creds, mais la RCE c'est juste après. C'est avec ça. Non, oui c'est ça. Où là ils exécutent le code qu'ils veulent. Mais... Et là aussi. Je pense qu'il y a une question de config ou alors ça a changé parce qu'à l'époque... En fait, j'ai bien à comprendre s'il parle de on contrôle le langage qu'on met et du coup on essaye de le perpéter, ce qui me semble que oui. Mais ouais, je crois que c'est ça. Pourquoi ouais, mais du coup pourquoi est-ce que c'est plus du tout en lien là la partie going for full compromise? Provide un probe class which allow to running a shell, comment dire client de l'instance. Ah, mais ça c'est le code qu'ils vont mettre dans leur template injection, je crois, à partir de. Bah, je suis pas sûr. Quand tu regardes ce que ça dit vraiment on peut faire une probe sur... Je pense que c'est une fois que t'as volé les fichiers, que tu te connectes en tant qu'admin, peut-être qu'à ce moment-là tu peux le faire. Peut-être. Bon, à creuser. Peut-être. Moi j'étais parti du principe qu'à partir du moment où ils pouvaient exécuter du code via le template, ils mettaient ce code-là. Mais... Tu ferais un zoom sur l'image qui est juste en dessous, voir s'ils mettent juste le code ou si c'est le code qui est passé dans un template custom. Attends, dans ça là Non, c'est le qui est juste au-dessus, je pensais. Ah, c'est qu'un base 64, non? Ah, ok. Bah, je trouve que c'est petit, je me demandais si on voyait déjà dans quelle structure il le mettait. Non, mais je regarderai. Waouh! C'est un base 64. En effet. C'est dommage. Donc en effet, ça doit être réutilisé dans un template, je présume. Donc maintenant que le cerveau a un peu fondu, on va aller sur un article beaucoup plus calme, qui est comment répondre à un CFP correctement et gérer son temps de parole. T'as des choses qui paraissent basiques et qui au final sont bien trop souvent survolées, avec plein de petits tips de personnes qui ont fait des confs. Donc franchement, ça se lit bien. Ça permet d'éviter des erreurs. Je crois que c'est l'autrice, j'ai plus son nom, Whitney Phillips, qui vous donne même un template pour commencer à répondre au CFP. Si vous hésitiez avant de vous lancer, c'est le meilleur moment, donc vous savez quoi mettre dans votre réponse. Typiquement une estimation du temps, le titre, un abstract pour qu'on puisse savoir de quoi vous parlez et aussi une petite bio sur vous, parce que ça permet aussi de départager de temps en temps lorsque les présentations sont équivalentes. Ça peut être intéressant. Parfois on a envie de favoriser un étudiant qui veut faire sa première conf ou d'autres choses. Donc n'hésitez pas sur la partie bio à dire ce que vous avez fait dans le passé, qui vous êtes et ce qui vous intéresse. Sur la partie présentation, des choses basiques, on surcharge pas, on met des PowerPoint avec des
des bullet points, mais pas trop parce que sinon c'est chiant. On n'oublie pas de mettre des mèmes parce que c'est sympa. Extrêmement important, guideline numéro 1. Et quelque chose de très très intelligent, les premières parties de votre présentation, ça peut être 5 minutes où justement vous présentez. Pour toutes les personnes qui stressent un peu, c'est plus facile de parler de soi au début que d'arriver sur son sujet de manière brute. Et ça vous permettra de gérer votre respiration, de vous lancer, et une fois que vous êtes lancé dans votre présentation, après ça dépile, et c'est quand même super bien comme tips, et je pense qu'il fallait le partager. On parlait des mèmes, bon voilà. Je crois que c'est à peu près tout. J'en profite aussi pour dire que lorsque vous mettez des liens, pensez à mettre un QR code pour les gens dans l'assemblée qui se disent « Oh, j'ai envie d'avoir un petit truc pour repartir après en métro ». Hop, on scanne le QR code, on a un accès sur le GitHub et on le regarde plus tard. Au moins rendre les slides accessibles avec tous les liens cliquables. Totalement, le lien cliquable, c'est quelque chose que je voulais remonter parce que sinon c'est trop... Enfin, si je dois aller sur le PDF, récupérer le lien, le remettre dans un navigateur, alors j'aurais juste pu cliquer dès le début. C'est beaucoup d'actions pour pas grand chose. Je crois que c'est à peu près tout. Pensez aussi à faire des screens corrects, parce que ça, comme dirait la Lucas, zoom s'il te plaît, je ne vois rien. Alors que si c'était croppé dès le début, c'est carrément mieux. Non mais surtout tu mets un screen, mais t'as du texte, tu mets la version texte pour que les gens puissent le copier-coller. Devoir faire du recheck de rapport en sortant un OCR pour pouvoir récupérer une payload, plus jamais. Oui. Plus jamais. Ou à minima, mettez-le dans les notes, les commentaires. Quelque part, on ouais, peut c'est ça, le tu le mets en texte quelque part. Tu le mets dans le background. Waouh, Bust qui dit capture d'écran into Google Images OCR. Un rapport de sécu avec des failles. Tu mets pas la faille dans l'OCR de Google. Ah, ce serait dommage. Dans l'OCR de personne. Oh, le problème de cache, on affiche les images à des clients autres. Ah, mince. Pour terminer, donc quelques tips sur avant la présentation. Donc testez les câbles, faites en sorte que votre laptop soit chargé. Prenez une clé USB avec un backup, parce qu'on sait jamais. Un laptop qui crache en pleine présentation, ça arrive. Si possible, pensez à aller sur l'estrade un peu avant la présentation. Déjà pour être là à l'heure, c'est pas mal. Et surtout pour déstresser. Parce que on a déjà vu la salle, on n'arrive pas en mode full touriste. Même s'il y en a certains qui le font. C'est pas une bonne idée. Voli-volou, c'était un sujet très high level. Pas vraiment de technique, mais nécessaire, je pense. Il y a quelques conseils qui se rajoutent bien quand même. Un conseil qui fait consensus si c'est parmi vos premières prises de parole en public et qu'il y a du stress, il y a un mot d'ordre. Il faut aller faire caca avant. C'est tout. C'est tout. Sinon vous allez stresser, vous allez pas être bien, vous allez avoir chaud sur scène. Pro tips qui a été approuvé par je sais pas combien de personnes. Quand t'as du stress, ton corps il est pas fait pour gérer ça. C'est juste une masterclass de tips. Voilà. Et dernier bouteille d'eau c'est pas mal aussi. Pensez à vous hydrater, voilà. De ouf. Je suis peut-être le seul qui se balade toujours avec sa bouteille d'eau, mais c'est vachement utile. Non, t'es pas le seul. Ensuite, on retourne sur quelque chose qui casse le crâne. En vrai, celle-là, elle est plutôt calme. Je vais zoomer. Est-ce que tu as vu cet article? Oui, j'ai vu cet article. Est-ce que tu vois ce qui manque dans ce code? Il manque en fait le charset dans le content type qui aurait dû se situer ici. Parce que là, par défaut, c'est le navigateur qui va essayer de deviner le type de charset. Donc, il pourrait mettre UTF-8 et il pourrait mettre autre chose en se basant sur ce qu'il y a dans la page. Et à partir de là, donc voilà, le charset UTF-8 qu'il nous manquait, ils ont fait quelques petites recherches sur est-ce qu'il y a des charsets qui sont sympathiques à forcer. Donc en mettant justement un caractère de ce charset dans la page et que du coup le navigateur auto-détermine le charset et se dit bon voilà ça paraît logique. Ils ont trouvé le charset, je vais dire, oh là il est loin, voilà, ISO 2022 JP qui est un charset japonais
qui est très intéressant, parce qu'en fait, il y a des escape sequences pour le faire changer de mode. Donc tu as une partie ASCII, avec parenthèse B majuscule, mais avec parenthèse J majuscule, on switch sur cette partie-là qui est JSX 0201 1976 et deux autres modes différents, mais qui sont très intéressants avec $@ et $B majuscule. Tu la sens la machine à état dans le char 7 converter? Ça a l'air. Ça ne peut que bien se passer. Et donc ils vont donner deux exemples où le passage en fond de cette escape sequence va faire un bypass en fait pour pouvoir une XSS. Donc là c'est pour annuler un backslash. Donc quelque chose de tout bête, si jamais votre user input, c'est ce que vous allez pouvoir entrer à l'intérieur de cette variable JavaScript, ça va être votre ISO, j'ai déjà oublié, 2022 JP. Donc oui, là, le bon char 7. Ça c'est le mode normal, on n'arrive pas à escape parce qu'on a un backslash qui se met devant la double cote. Mais si on met ça, ça va devenir, je crois, le caractère yen. Parce que le backslash correspond à 0x5e, si je dis pas de n'importe quoi. 5c. 5. Ouais, je suis perdu. C'est rigolo 5C. d'injecter des yens pour récupérer des dollars. Des yens pour récupérer des dollars. T'injectes des caractères pour que ça reflète des yens pour que du coup ça n'escape pas et que tu fasses des dollars en C'est cool, taux de bounty. conversion. Ouais, ok. J'ai un petit peu de mal quand même pour l'avoir. Donc oui, voilà, le backslash c'est 0x5c et en fait 0x5c chez eux c'est le yen. Et donc globalement, si tu forces comme ça, le backslash va arriver, il va être converti automatiquement et on a un yen. Et notre cote est quand même injectée dans la page, elle n'est plus escape, ce qui nous permet d'avoir notre injection. Et je C'est trouve nice. ça Mais du formidable. coup, pour contrôler le content type de retour, t'es censé l'envoyer toi en espérant qu'il soit trusté et reflété. Mais du coup, il faut que tu envoies un header custom quand tu fais ton post ou ta redirection. Ou alors quoi? Ou alors il J'ai faut pas qu'il y ait compris du comme mime. ça. Tu l'as pas compris comme ça? Non, pour moi c'est si la page de réponse n'a pas de charset. Ah, Le du coup, navigateur va c'était scanner la une question. page. C'est du scanner, enfin c'est du meme type, pas spoofing mais scanning quoi, auto-déterminé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le navigateur qui va chercher dans la page en se disant bon bah j'ai quoi? J'ai de l'ASCII donc c'est de l'UTF-8. Ah non, en fait j'ai ce caractère donc c'est du JS, X. Oui, mais attends, mais les best practices elles disent quoi? Il faut désactiver le meme type sniffing depuis environ très longtemps. Personne ne le fait. Mais Ouais. Ouais. Et du coup, l'autre technique, un peu plus sioux et tout aussi marrante, c'est si on a deux points d'injection. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans le premier point, on va dire, bah non, là tu utilises la séquence qui permet de switcher de l'ASCII vers JS, insérer ici les bons nombres. Et dans le deuxième point, ici, tu retournes en ASCII. Et en fait, en faisant ça au bon endroit, donc typiquement ici, on se met en JS, donc on pète la suite, et on a donc plus rien de lisible, mais on a ce bout de côte. Et après, on revient en ASCII, qui nous permet de terminer la côte, je sais pas trop où, mais quelque part plus tard. Mhm. Et ça nous permet vraiment d'injecter ce qu'on veut à partir de cet endroit-là. ah, tu déséquilibres le contexte et du coup derrière. Ouais, voilà, ici tu as l'échappe qui te permet de mettre le JS et ici pour te remettre en ASCII. Et donc en fait tout est pété et tu es dans un état où tu vas pouvoir écrire une balise image avec ton truc. Après, c'est quoi? Globalement, ça veut dire que c'est là une faille du côté des browsers. Il faut que les browsers patchent pour ne plus trust ce charset par défaut? Ou ne plus le spoofer et l'identifier en tant que tel? C'est plus un problème de ton site qui ne renvoie pas de charset. Tu devrais juste avoir un header avec le bon charset. Ouais, mais bon. Oui. Est-ce Genre, que les browsers vont quand même se mettre à ne pas le faire? Parce que sinon, là, ça veut dire que le moindre input reflété sur un site qui ne spécifie pas le charset, tu peux toujours te mettre bien. Ouais, Ce tout qui est à fait. assez ouf. C'est ça qui est incroyable. Je te
propose de cliquer sur le lien que j'envoie dans le chat, parce que je l'avais rajouté au tien, et c'est dans la suite de cet article. Ah oui, je me Oui. Vas-y, attends, je me connecte. Ce qui va vachement bien avec cet article. Thanks. Wow. Moi, je te dis, j'ai un problème avec la Ubuntu. Ça lag. Bah, moi, j'utilise pas Firefox. Je l'ai juste dégagé Firefox, tous les snaps. Pas de problème. Hein. Vas-y, tu peux zoomer un peu ? Ouais. Sur le même contexte de Char7 ISO 2022 Japanese, eh bien, il y a un bypass DOM Purify que Mizu avait depuis quelques temps et qu'il a fini par rendre public parce que la technique a eu trop de bruit. Donc voilà, ça marche même sur du DOM Purify, ce qui est plutôt rigolo. Mais c'est exactement ça avec les 2 points d'injection. Alors, ouais. $B. Je vais juste regarder. Moi, je vais remonter loin. Mais c'est rigolo de dire que ça marche sur une page qui n'a pas de Char7, mais ça marche sur du DOM Purify qui va aussi essayer de sniffer le type. Donc on part sur du J 0208 1983 et après on revient sur parenthèse B qui est ASCII. Ouais, c'est exactement le cas d'école montré. Le cas d'école qui était là. Bon, après j'ai pas testé plus loin mais ça m'a l'air d'être ça où on a lui qui va mettre en ISO JP. Non, et vous qui remet en ASCII derrière avec le alerte. Full ça. Hop, et on va terminer sur un petit pawning de Tetris à cause d'un aléatoire pas si aléatoire. Attends, pawning ou pawning optimisation de score à fond avec les bons inputs au bon moment? Alors non, c'est plus un challenge style stéganographie. Oh. Yann, c'est ton moment. J'ai dit que je gardais les trucs les plus rigolos pour la fin. Meilleur sujet. Alors, si tu dis stéganographie au début du stream, il y a tout le monde qui se barre. Peut-être. Je suis bien obligé de le garder pour la fin. Alors globalement, c'est IRC Puzzles qui crée chaque année un petit challenge de logique, crypto, stégano et tout un tas d'autres trucs qu'ils ont vu. Donc cette année, ça ressemblait à un Tetris. Donc quand on regarde le Tetris, la première chose qui saute aux yeux, c'est que leur aléatoire, c'est pas fait avec math.random. C'est ce genre de fonction un peu bizarre, de type AX plus B avec un modulo derrière. Jusque là, bon, pourquoi pas, ça a l'air de générer des shapes, et les formes sont sous ce one-liner. Alors ça paraît un peu barbare, mais en vrai je trouve que c'est super élégant, parce que les formes, on a juste à faire un petit remplacement, ça c'est des retours à la ligne, et typiquement celui-là, ça c'est un I. Parce que on va avoir tous les arrobas qui vont s'empiler les uns sur les autres lorsqu'on met les retours à la ligne. Donc c'est super bien parce que ça permet de représenter toutes les formes en one-liner. Et il se trouve qu'en fait ces formes, c'est un pantomino et c'est mappable à des lettres. Là, ok, ça va partir en... La résolution du Tetris va vous permettre d'avoir des lettres. Donc c'est ce que je disais avec le I d'ailleurs, on l'a là. Donc ce qui était le plus simple pour lui, ça a été de mapper directement pour pouvoir avoir une idée concrète des lettres qui allaient arriver, et il a injecté dans le JavaScript pour voir quelle lettre allait arriver à tel moment. Et en fait, en injectant directement ce truc pour savoir quelle lettre arrive, il se rend compte qu'on voit passer Infinity et Lupin. Donc jusque là, bon bah très bien, il a réussi son challenge, il a compris quel était le flag. Et ce qui est très marrant, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour forcer un aléatoire qui permettait d'avoir Infinity Lupin. Et en fait, c'est basé sur un Linear Congruential Generator, donc qui en soit une sorte de fonction affine avec un modulo derrière, de type AX plus B modulo quelque chose. Ça se comprend super bien, en vrai, et ils ont fait en sorte que le 13e nombre qui sortait allait être un 0. Et donc comme ça, en fait, à chaque fois, on revient à 0 et on peut reprendre et faire boucler toutes les lettres Infinity. Du coup, ils ont brute forcé lettre par lettre ce qu'ils voulaient sur la boucle. Ouais, juste pour trouver exactement ça. Et je trouvais que c'était génial.
en fait. C'est propre, c'est clean. Et pour une fois, c'est pas un Thrall de Stegano trop infâme où il faut aller manipuler des pixels. Bah, c'est Stegano plus crypto en vrai. Oui, tout à fait. Tu l'implèmes en Nîmes et t'appelles ça un reverse. Oui. Et je peux te laisser la main pour la suite. Allez. Chop, c'est bon pour moi. Good. Allez, quelques-uns, Brace Yourself, on y est presque, mais on avait trop de choses à vous dire. Il y en aura encore plein, vous en faites pas. Google et Alphabet qui ont augmenté les rewards de leur programme de bounty salement. Salement du genre, avant un takeover sur Gmail, c'était 13K, maintenant c'est 75K. Une XSS sur des domaines un peu plus... Swisky. Mute please. Thanks. Les retours qu'on a de XSS sur différents domaines qui étaient à 3K passent à 15K, et du 500 pour un petit peu de pays2i qui fuit par-ci par-là, 500 devient quasiment 4000. Bref, c'est des dingues, ils expliquent un peu le pourquoi, ils expliquent qu'ils veulent être plus transparents et donner des fois une vision sur les rapports dont on est duplicate, parce que de toute façon on l'a déjà trouvé, donc c'est le same. Ils ont mis à jour la liste de tous les domaines et qui valaient combien. Petit truc rigolo, il y a des rewards qui passent à 100 à 1000 et 10 centimes. Non, et 10 euros. Pourquoi? On est fin du nombre 42. Ok, bien joué. Fair enough. Et donc voilà, ça veut dire que ça devient très 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 rentable de se chauffer pour essayer de trouver des choses. Alors que bon, avant, quand on sait l'état de sécurité que peuvent avoir certains GAFAM, il fallait se lever tôt et c'est pas forcément le plus rentable par rapport à d'autres programmes, des boîtes un peu moins établies qui payaient déjà pas mal. Mais bon, voilà, à voir ce que ça va donner. Ça fera des bons articles et des bons bug bounty tips. Voilà. Outil de Asset Notes, sorti il n'y a pas si longtemps que ça, No WAF Please. Et c'est sympa parce que y a des WAF et l'idée c'est qu'ils ont référencé tout un tas de petites techniques connues qui bypassent des WAF pour tenter de faire zim zam zoom, au revoir le WAF. Donc vraiment ça se run facilement, c'est jamais que tester un ensemble de quelques techniques. Pour l'instant, il n'y a pas eu de contrib et quelques issues et 0 pull request. Ce serait vraiment chouette qu'on contribue à ça, parce que pour la plupart des fois, en fait, les limitations qu'on voit là, bien sûr, elles peuvent évoluer dans le temps, mais il y en a plein qui ont des limitations physiques du genre, si on se met à checker plus que telle taille, ou on se met à checker tel type de fichier, ça leur coûterait tellement cher que c'est chiant. Donc, si on arrive à avoir une liste suffisamment exhaustive, ou suffisamment étoffée du moins, de petits tricks par WAF, on peut se mettre très très bien, quoi. Enfin bon, en tant qu'attaquant, et du coup se mettre très très mal en tant qu'utilisateur des mêmes services, mais bon. Donc no. À POC. On enchaîne sur des chercheurs, Amit Asaraf, je présume, qui a fait toute une étude de la marketplace des extensions visuelles Studio Code. Globalement, ils ont checké 60 000 de 45 000 publishers différents, et les stats font particulièrement mal. Donc déjà, ça s'est accru, ça a grandi de 25% en un an, ce qui est un gros assez insane. Et ils expliquent bien que c'est super dangereux parce que forcément, ces extensions, c'est là pour toucher au code et au déploiement et aux boutons qui font les tests. Donc c'est là pour run des choses, quoi. Sur les nombreuses extensions testées, 1300 quasiment qui avaient des dépendances malveillantes. Dommage. 87 extensions qui essayent de lire le ETC password par défaut. Choqué déçu que quand on publie l'extension, il n'y ait pas quand même quelques tests qui aillent directement vérifier que ce soit pas fait. Après, peut-être qu'il y en a qui ont vraiment ce genre de besoin par feature, mais bon, ça reste discutable. Sur les 87, il y en a combien? Je sais pas. En vrai, il peut y avoir des trucs très divers faits par des extensions. I don't know. De toute façon, on trust le code à un moment. Plein d'adresses hyper codées. Là, ça c'est plus douteux. Plein de binary, DLL ou autres. 1450 qui vont juste choper, poser et run des DLL ou des .so. Ça, c'est assez chaud. Il y en a qui sont dangereuses pour elles-mêmes. 300 avec des secrets hardcodés à l'intérieur. Dommage. Plein qui ont les 150 qui ont été flagués en tant que vraiment malveillantes parce que ça parlait des IP de C2, etc.
Et stat intéressante, 2300 dont les repos GitHub indiqués ne sont pas ceux de l'extension. Autrement dit, c'est des gens qui ont git clone réuploadé sous un faux nom en disant soit on aura la fame, soit on aura un truc qui est suffisamment tentant pour être installé avec nos outils malveillants dedans. Donc c'est de la bonne cochonceté. Et bien sûr, plein qui utilisent des IA pour aller mettre vos données dans des trucs qui ne sont pas compliant avec les PSSI de vos entreprises respectives. En tout cas, c'est un classique. Récap de la situation. Oh my god, qu'allons-nous faire? Et ensuite, il montre quelques pépites du genre, vraiment, on a du très classique de reverse shell à base de cmd.exe plus socket en JS. Ok. On a des trucs un poil plus obfusqués, encore que pas tant, mais qui essaient de faire une sorte de persistance à la reboot de VS Code. Il y en a qui font un peu plus système de beacon un peu à la... comme n'importe quel C2 classique, quoi. Tant que c'est vivant, ça demande s'il y a des nouvelles choses à faire. Etc. Il y en a qui vont juste leak des credentials plutôt que de faire de l'exécution de code. Un plaisir. De toute façon, hein, partout où il y a du code, il peut y avoir du code pourri. Alors cet article-là, il est censé expliquer comment est-ce qu'on est en route dans un Docker en ayant un shell sur un node, donc sur une machine host. On peut utiliser le root du Docker pour interagir avec les nodes et les devices SDA ou autres de la machine hôte pour arriver à obtenir un shell root sur l'hôte. Honnêtement, c'est pas facile à comprendre. Je le mets en gros et regardez avec moi un peu j'ai essayé de comprendre et honnêtement je me sens vraiment con. C'est un peu la partie quiz de l'émission finalement. Donc à gauche, il est... Enfin, on oublie la première ligne, mais en gros il se place dans un Docker en tant que root. Ok. Et il va donc faire un mknode de SDA, block, device, et je présume size 8 ou index 8, je sais pas exactement. Derrière, il rend son SDA en 777, pourquoi pas. Il va créer une ligne de DC password pour le user develop, qui n'existe actuellement pas. Il a actuellement pas le droit d'afficher SDA. Fine, c'est un block device, pourquoi pas, admettons. Ensuite, il fait un su-develop, mais vu qu'il a modifié son etc password, ça fail. Mais on en reste à ça a fail, admettons. Et ensuite, il spawn un bin.sh pour une raison que j'ignore. En fait, non, le su met authentification failure, mais il est déjà en tant que develop at quelque chose. Donc déjà, ça moitié fail, moitié fonctionne. Et à droite, on voit qu'il essaie d'afficher le contenu de SDA qu'il a au début pas le droit, qui va vérifier qu'il est bien develop dans le TC password, admettons. Et ensuite, quand il liste les process pour ensuite faire un grep dans SDA directement, mais du Docker, alors... Non, dans SDA du host, pardon, mais qui est mappé par le PID du Docker, alors il arrive à lire le contenu. Voilà. Voilà ma compréhension de lecture à voix haute de ce qui se passe. Est-ce que vous... J'ai rien compris. J'ai rien compris. Je comprends pas comment il fait son truc. Eh ben, voilà, merci. J'ai relu l'article. Je suis allé plus loin. Clairement, ça a l'air de pas être du bullshit. C'est quand même vraiment un... Je sais pas, il me semble pas que ce soit... Enfin, ça parle d'autres failles assez solides. Le site a l'air d'exister et de tourner depuis longtemps. Et il continue en expliquant, en essayant de montrer d'autres exemples avec l'influence qu'un programme peut avoir sur l'autre. Et ça me hype de ouf, parce que la primitive est super intéressante, mais je suis pas foutu de comprendre ce qui se passe. Alors que j'ai vraiment regardé la playlist de Rory McCullon sur... Bref. À lire. S'il y en a qui ont une meilleure compréhension que nous, go nous dire. Parce que vraiment... Enfin, limite qu'on essaye de jouer et de le reproduire en local parce que c'est chelou. C'est juste purement chelou. Donc je voulais partager mon incompréhension. C'est bien des fois de montrer qu'on sait pas tout, on comprend pas tout. Là, je me suis senti très con. Rien compris. Bon, et on finit par 3 petits trucs. On va peut-être faire celle-là avant. Je suis tombé dessus sur conseil de Blacklist, je savais même pas que ça existait. Il se trouve que sur HackerOne, il y a un Detail Platform Standards qui explique ce que la plateforme
attend en termes de best practice pour le contenu d'un programme de bug bounty. Vraiment, ça dit, un peu à la manière d'une RFC, depuis telle date, les bugs de tel type avec tel prérequis ou dont telle explication en est un exemple, devraient être traités de la manière en fonction du CVSS, alors reward temps point barre. Ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Quand il y a bounty standard for multiple report, bah là ça dit vraiment dans quel cas est-ce que des rapports multiples sont vus en tant que patch unique, ou alors multiple reward, ou alors ça a été introduit parce que le patch était pas bien fait, etc. etc. C'est assez sympa de savoir que même s'ils disent que le programme final, le client, s'il a mis explicitement dans son programme qu'il ne voulait pas ça ou qu'il ne payait pas pour ça, c'est eux qui ont le fin mot. Mais s'il y a un petit flou, il y a une grille de plateformes standards sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour essayer de défendre un peu votre argument de si, ce que je vous ai trouvé, il y a de la P2I critique, donc bah, on a identifié machin, donc c'est dit que security should not rely on the CVSS. Dès qu'il y a une vulnérabilité qui expose des P2I, le testing doit s'arrêter, faire une issue et demander risk, reward, tout ça. Donc vraiment, ça permet de dire, c'est pas que j'ai pas voulu creuser, c'est juste, c'est indiqué que ce n'est pas best practice, donc j'ai fait le remonter maintenant, me niquez pas pour la criticité ou autre. Donc voilà, assez cool d'avoir un truc un peu plus gravé dans le marbre pour argumenter, je trouve. On enchaîne sur du Orange Tie, en tout cas DevCore. Ils ont sorti une faille qui a priori était connue depuis quelques temps, mais ils l'ont documentée proprement et utilisée, sur des produits Windows ayant un respect des charsets un peu particulier et PHP invoqué en tant que CGI ou en tant que binaire mappé. Autrement dit, vraiment PHP tirer quelque chose des arguments et ensuite on lui donne un programme qui a été écrit dans un endroit temporaire, ou via une socket ou via autre chose, eh bien il y a moyen de faire une espèce d'injection d'arguments. Donc le bloc DevCore, là où d'habitude ils sont très verbeux, ils expliquent qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment. Pour une fois, ils ont juste dit vous êtes vulnérable dans tel cas, tel config, tel cas. Et ça s'arrêtait à peu près là. Mais bien sûr, ça a été repris par pas mal d'autres chercheurs, en particulier Watchtower. Et ils expliquent un peu mieux le fait que quand on a PHP en CGI, donc qui va être invoqué ou permettre d'invoquer des scripts à la volée en fonction d'un meme type, globalement, ce qui est fait, c'est l'exé, un -s pour dire le fichier qui va être PHP, hop là. Qu'est-ce que output HTML syntaxe highlighted source. Ok. Ah ok, c'est une espèce de parse et affiche. Donc en gros, on montre que ça va être utilisé avec -s pour interagir avec le fichier en question. Ok. Mais qu'est-ce que ça implique ? Eh ben, ça implique que si l'encodage n'est pas forcément bien géré, en l'occurrence un %AD qui serait un tiret, eh bien on pouvait juste URL encoder des arguments qui se font append à la suite du fichier. Donc là, le fait d'aller faire sur PHP en Windows avec cette config-là, eh ben, on peut lui mettre un petit %AD et espace et rajouter directement des arguments à PHP. Donc lui dire, on va include le contenu qui va être ajouté au fichier à partir de input. Donc en gros, tout ce qu'on met en post va se faire include, donc RCE instant. Elle est belle, elle marche bien. Je sais plus trop ce qu'ils ont dit en tant que mitigation. Ou alors ça a affecté... Tu l'as vu lui aussi, celle-là, aussi ? Ouais, mais je me souviens plus de la mitigation. Il me semble que ça affecte que des machines qui étaient sur chinois et Japon. Ouais. Ah, c'est ça. Encore une fois, un problème de charset et de PHP. C'est ça, l'exploit ne marche que dans 2 locales où ce caractère-là n'était pas bloqué ou normalisé. Bon. Il y a bien des malwares qui n'attaquent pas les machines quand le clavier est en russe. Faut bien qu'il y ait des malwares qui s'attaquent qu'aux chinois ou aux japonais, hein. Enfin, ou en tout cas des failles. Mais c'est rigolo quand même, les failles très langage ou country spécifique, ça pourrait très vite devenir politique. Et pour ce dernier article, je vous propose la plus grosse dinguerie que j'ai vue depuis un bon moment. Est-ce que vous avez entendu parler de Xbow AI ? Pas du tout. Déjà, je voulais vérifier si
Xbox. Ah si, ça on Xbow, on connaît. est d'accord, c'est une arbalète, non? Bow. Waouh, pas du tout. Crossbow, ouais. Crossbow, pas Xbow. Eh ben pas du tout. Eh ben, très bien. C'est la voiture overly complexe. Eh ben, on va exactement dans ça. Globalement, je suis tombé sur un thread de quelqu'un qui disait waouh, c'est incroyable cette IA qui arrive à faire de la sécu. Et bon, clairement, je me suis inscrit à la bêta et je vous invite à en faire autant parce que si on retourne tout en haut du thread, voilà, full trace if you want to skip ahead. Globalement, ils ont parlé et comme pour ChatGPT, on peut partager ou publier ses meilleurs prompts, on va dire. Et là, l'idée, c'est donner des outils de challenge. Je sais pas dans quelle mesure ça a des labs ou dans quelle mesure c'est un agent totalement autonome. Je sais juste que j'ai envie de jouer avec parce que globalement, ils lui ont dit voilà, exercice pour faire une exploitation de Xstream dans un Jenkins. Voilà, moi je sais vaguement que Jenkins c'est de la CI, Xstream, j'imagine qu'il y aura des bails de désérialisation à un moment. X, peut-être XML, peut-être autre chose, voilà, on en est là. Et l'outil va commencer à dire ok, très bien, CTF lui dit de faire ça, donc je vais commencer à faire ça. Super, il fait des requêtes, il interagit. On voit que le Jenkins il voulait pas interagir. Ah si, regardez là ce coup-ci, je fais un curl, on voit que j'ai pu m'authentifier. Bon maintenant je fais du shursploit et je vois qu'il y a des outils de désérialisation. Super, donc je vais le générer la payload, générer un fucking script qui va faire tout ce qu'on aurait fait. Script qui pète, normal, mais sauf qu'il est automatisé, donc il va lire la stack trace, fixe le script, puis tester un deuxième exploit si ça marche pas, recommencer, etc., pour commencer à générer la payload qui va être en effet un bout de XML qui va faire du Groovy Shell en Java, fine. Et il se rend compte qu'au début ça pète, puis qu'il y a des erreurs, puis qu'il y a des erreurs qui disent ça a marché, mais il n'y a pas de callback. Et c'est ultra long, je sais pas combien de temps ça met à chercher et je sais même pas comment ça interagit avec une machine. N'empêche qu'il finit par avoir son système de requêtes pour automatiser tout, aller faire les clics-clics, démarrer un job, le trigger, faire des tasks, jusqu'à la toute fin où on voit que il a chopé son shell. Donc je sais pas à quel point c'est vrai, je sais pas à quel point ça automatise, je sais juste que si c'est vrai, je le veux. Voilà. Oh, les petits flags rythmiques qui vont tomber là. Ouais, ça va vraiment changer. Oh boy. Mais voilà, les gros chals qui vont faire x2 en points, les petits chals qui vont faire diviser par 2. En plus, c'est même pas une team énorme. Enfin, en tout cas, à moins que tout le monde soit pas affiché, on dirait même pas que c'est une team énorme. Ça a déjà l'air d'être d'une violence sans nom. Je sais pas, c'est propre. C'est pas l'outil SSTI qui réutilise et il cherche un peu ses propres payloads. Ça parle des labs, Portswigger. Je sais pas à quel point ça se débrouille. Yanzak, ça avait l'air de dire qu'il un tool similaire où lui aurait seul 75% des labs de Portswigger. C'est marqué sur la page d'accueil. Ça c'est... Ouais, c'est celui-là, il dit 75% Portswigger, 62% Pentester Lab et autres. Claude et Sonnet, j'avais vu, en effet il y a des bons retours. Après, j'ai pas joué assez avec pour pouvoir m'avancer sur la différence entre ça, ChatGPT, Mistral. J'ai déjà le chat, non pas du tout, j'ai déjà ChatGPT et le chat, plus des fois du copilote pour benchmarker. Il commence à y avoir des outils où tu mets tes clés d'API pour genre 5, 10 services IA SaaS différents plus ton local, et ça va prompter les 10 en parallèle pour derrière faire un best of 10 et te dire les 3 meilleurs par rapport à ce que tu cherches. C'est un peu abusé, je trouve. Quand tu sais ce que ça coûte de faire de l'inférence en énergie, en ressources, en ce que tu veux, aller faire 10 fois plus juste pour avoir à peine mieux, alors que tu fais tourner un langage, t'as déjà plein de trucs pas mal, et de leur côté, les différents SaaS font déjà sûrement du générer 2-3 fois et essayer de te sortir le meilleur. En tout cas, GPT fait ça depuis quelques temps et d'autres le faisaient aussi, avec les Chain of Thoughts. Bref, c'est un bordel. On verra ce que ça deviendra. Mais voilà quoi, 75% de Portswigger, il y a la 15% liste de Portswigger. d'ailleurs. Si tu descends tout en bas et que tu vas vers la droite, t'as un truc avec marqué, voilà, peut-être pas tout en bas, ouais, juste okay. avant. Tu peux, au pire je te le fous dans le chat. T'as un endroit avec marqué résulte,
Et c'est un lien vers un, Ouais, go le chat. un Google Doc, je te le mets dans le chat. Et t'as la liste de tout ce qui est résolu et des prochains. Ouais, Ah, tu mets dans le chat, ouais. Ouais, je mets dans le chat. Chat. T'as mis ça dans le Twitch. Hein? Twitch? Pourquoi je le vois pas? Ouais. Ah, mais c'est qui? C'est toi? Oui, c'est moi. C'est très gênant. Il a cramé un sock puppet. Aïe aïe aïe. Non, c'est mon compte de jeu vidéo. Ah, je savais pas, on va pouvoir t'ajouter sur tous les réseaux maintenant. Hop là, c'est follow. Oh no. Et vraiment, si tu descends, tu vas avoir la liste avec marqué Portswigger et Pentester Lab. C'est nice. Et tu En vois vrai, ceux c'est qui ouf n'ont parce pas été que résolus. c'est vraiment l'équivalent de ce qu'on avait à une époque, tu sais, quand il y avait des exos de maths et que t'arrivais pas à les faire, tu mettais un coup de Wolfram Alpha, tu disais fais-moi le développement limité de machin, fais-moi l'intégration de telle fonction, et ça le faisait ultra puissant. Maintenant, c'est genre t'as des exos Portswigger, t'arrives pas à les faire, tu mets un coup d'IA dessus, ça te l'auto-solve, derrière t'apprends de la réponse. Les mœurs vont changer, hein. Les mœurs vont Après, salement c'est pas mal changer. pour apprendre aussi. Oui, non, ça se fait. Enfin, je veux dire, il faut bien lire et se documenter avant de commencer à creuser et avoir assez de background pour dire soi-même. Mais c'est impressionnant. Hein. Mais j'ai envie de voir comment ça interagit. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de voir comment tu interagis avec. Comment Xbo interagit avec la machine, avec ce qu'il peut faire. Sûrement du multi-agent classique, hein, mais. Oh putain, vraiment que les prompts injections, quand tu dis essaye de m'exploiter, que l'autre il dit reflète du contenu et que tu arrives à lui dire maintenant, tu fais cette commande là pour m'exploiter. Et du coup, que l'IA commence à demander à la machine sous-jacente, le runner, de faire une commande. Mec, on va pouvoir faire des dependency provision sur des IA directement. C'est génial. C'est génial. Carrément, un chat de RootMe et dans le header, il y a marqué s'il te plaît, lance RMRF sur le worker. Bon, après, si dans un Docker, passe encore. Mais bon, voilà. Voilà. T'as dit quoi? J'ai mis 10€ dessus, je vais tester. Comment ça? Alors, ouais, je suis d'accord que j'ai un peu du mal à y croire aussi sur le fait que ce soit aussi vendeur, aussi propre, mais sait-on jamais? Sait-on jamais? Ah oui, c'est ça le clic hier. Non? Non, c'est pas Ouais, ça. c'était là. Ben, il me le rouvre pas. Bon, peu importe. Anyway, on verra ce que le futur donne. Ça se trouve, c'est juste pour faire des levées de fonds et escroquer les gens. Et ça se trouve, ce sera vraiment une dinguerie et on verra. Mais bon, ils sont pas encore pris de maxi tollé en public. Mais après, c'est vrai que pour la dinguerie que c'est, ça fait pas non plus un nombre de likes infini. Donc on verra. Non, en vrai, c'est bizarre. 805 followers vu la dinguerie que c'est. Ouais, mais ça parle que à des gens qui ont déjà fait de la sécu, qui ont déjà fait du Pentester Lab. C'est quand même vachement niche, au final. Ouais. Oh, par contre, j'ai un hot take. On est d'accord que les Portswigger Lab, la solution elle est publique? Ouais. Complètement. Je pense qu'il va chercher la solution publique. Qui va la chercher, non, mais que ça a été entraîné, vu que ça a scrappé énormément du web, en particulier les trucs de sécu. Pourrait. Overfit un peu. Faut le faire passer sur du RootMe. Hein. Il n'y a pas les solutions en théorie. En public. En théorie. Ah, on ne sait pas. Sur les chats où il y a 4000 solves, tu sais qu'il y aura un write-up, mais mets-le sur un C pour C comme sécurisé, tu vas voir hein, les limites. Ah, chef. Bah, en vrai, on sait pas, faut voir ce que ça donne. J'avoue que faire du pawn via IA, c'est chaud quand même. En même temps, on aurait parlé d'exécution symbolique il y a longtemps, et les gens auraient juste rien compris et dit à quel moment ça marchera, alors qu'il y a des techniques de malades qui ont été trouvées avec ça. Donc, Hello Virtual Labs, on est embêté, on va pas tarder à quitter. Et où est-ce qu'on envoie les gens si t'es pas en stream et que t'es chez nous? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? À qui on envoie les gens chouettes? Terrible. Faut lui donner le lab de la certification de Portswigger. Oui, il faudrait. Mais après, du coup, il va apprendre. Embêtant. Bon. Est-ce que l'un de vous veut le mot de la fin? Alright. Pourquoi pas? C'est beaucoup de pression. Hein.
On va se rajouter quelques petites news. J'en profite pour remettre dans le chat le classique petit Linktree avec tous les posts si vous voulez participer ou suivre les prochains streams. Et merci à nos deux invités, merci à vous, viewers, vieweuses, qui passaient quand même un sacré paquet de temps avec nous par semaine, hein, mine de rien. Et a priori, petite pause en août, il y aura peut-être moins de streams, histoire de souffler un peu, de faire des choses, tout ça. Mais vous en faites pas, il y a plein de plans pour la suite, en termes d'invités, en termes de continuer l'éveil techno, en termes de, normalement, Andrei et ainsi que son équipe feront une box pour nous, ça avait été discuté. Peut-être un jour si le temps est libre. Oui, hein. Oui. Bref. Des bonnes soirées, une bonne soirée à vous tous, toutes, et plein de bonnes choses pour les vacances. Et on trouvera quand même le temps de faire des petits bonus, des petits passages, je pense. Voilà, rien d'engagé. Montrez-vous un peu à la lumière, on sait que vous passez du temps devant l'écran, mais ça se voit en CTF, tout le monde est très très blanc. Tu dis ça par rapport au niveau de mixité qui n'est pas respecté ou? Non, par rapport à moi, je suis très blanc. C'est très vrai. Moi, je suis rouge. That's life. Bref, des bisous à tous, passez une bonne soirée et on se capte à la prochaine quand elle sera planifiée. Ciao. Bye. Tchou tchou.